Qui ne connaît pas Sam Kadosh ? Eh bien, apparemment, vous êtes peut-être nombreux. En tout cas, vous ne le connaissez pas sur tous ses aspects. Bien évidemment, c'est le créateur du CNEF. C'est lui qui s'est occupé depuis tant d'années, depuis près de 30 ans, des étudiants dans tout Israël. Ça a commencé à Jérusalem et puis après, ça s'est étendu un peu dans toutes les facs. Il a bien d'autres cordes à son arc et nous, c'est un plaisir de le recevoir. Salut Sam. Shalom, shalom. Merci de m'avoir invité. Eh bien, de rien. Et en plus, on vous a invité, on t'a invité parce que dans la vie, on se tutoie, donc on va pas faire comme si c'était faux. C'est du vrai. Donc voilà. Dans la vie, Sam, tu n'es pas que au CNEF, tu n'es pas que dans la Clita, dans l'aide pour les jeunes, mais tu es là aussi aujourd'hui parce que tu te présentes sur la liste du Bet Ayehoudi. Voilà. Exactement. Tu as été élu en plus. Oui. J'ai été choisi sur la liste proposée par la tête de liste, Hagit Moshe, qui était la vice-maire depuis 2 ans et demi à la mairie de Jérusalem, qui était responsable du gros portefeuille des finances. Donc voilà, j'ai été choisi pour être sur sa liste. Numéro 3. Important, c'est une position importante. Oui, en fait, ça aurait pu être le numéro 2, mais il y a eu un accord entre le Bayit Ayehoudi et le Yehoud HaLeumi. Donc, grâce à cet accord, la 2e place a été accordée au candidat du Yehoud HaLeumi, quelqu'un aussi qui travaille aussi dans la jeunesse. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, juste pour finir sur ce chapitre, tu es en 3e position et donc avec tous les francophones qui se présentent un peu dans toutes les listes, il faut bien le dire. C'est assez révolutionnaire. Tu es, on va dire, c'est toi qui as la meilleure place. Oui, ça veut dire sur le papier, c'est vrai que j'ai la meilleure. Sur meilleure position. Tu es en pole position, comme on dit. Et on peut, voilà, en tout cas, on peut dire, même si c'est subjectif, et là aussi on en parlera peut-être tout à l'heure, que le Bet Ayehoudi qui met en deuxième position quelqu'un qui vient en fait pour représenter aussi le monde francophone, c'est quelque chose de nouveau. Ouais, c'est nouveau. Ce qui est révolutionnaire, c'est dans les deux sens. C'est que des Français se présentent et surtout, c'est que des Israéliens ont été chercher des Français et ont voulu accueillir chacun dans leur liste des Français parce qu'ils se rendent compte que peut-être il y a des problèmes à régler, une population qu'on existe. Il faut s'occuper et qu'on existe. Alors, avant d'en arriver là, tu es en Israël depuis 1983. Exactement. Tu étais sioniste, tu as grandi dans le 3e arrondissement, puis après dans le 19e. Voilà, exactement. Cet enseignement sioniste m'est venu d'un mouvement de jeunesse que j'espère que tout le monde connaît, qui s'appelle Tikvatenu, qui était le mouvement du consistoire. Et j'étais à l'époque dans une école laïque, Charlemagne. Le fameux lycée Charlemagne. Voilà. Donc on peut pas faire mieux pour étudier en France. Mais toute cette éducation que j'ai reçue, c'est grâce et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est grâce à ce mouvement et tous les gens qui ont insufflé ce courant de Torah et de sionisme. Parallèlement au Bnei Akiva, parce qu'au Bnei Akiva, les gens allaient à Lucien de Hirsch ou à Yavne, mais il y avait aussi la branche des gens qui étudiaient à Charlemagne, à Turgot ou dans des lycées tout à fait laïques et qui nous a amené cette flamme. Et ça, c'était très important. Tu étais pratiquant à l'époque ou pas trop ? Tu as découvert ton judaïsme au mouvement ? Je l'ai continué comme dans toutes les bonnes familles, dans les bonnes familles juives, c'est-à-dire on faisait les fêtes, etc. Mais je pense que l'implication des gens qui nous ont élevés sous l'influence du Rav Reutemann, Zichrono Livracha, puis ensuite les gens qui vont jusqu'à après en Israël nous accompagner, je pense principalement à Eli Aziza qui était chaliach en France, c'est eux qui vont nous mettre cette flamme, qui vont nous amener en Israël, faire des séminaires, faire du bénévolat, connaître les kibbutzim, les moshavim. Ça, c'est extraordinaire. On ne le connaissait pas. Moi, entre le 3e arrondissement, le 19e et Charlemagne, j'avais aucune chance de rencontrer ce monde juif. Et Baruch Hashem, grâce à Tikvatenu, grâce à mes amis de toujours, je peux le dire à Studio Kalita, Bernard Zanzouri, qui était qui était mon copain de chambre quand on a fait notre alia. Ça nous a fait un grand bien. Alors, vous montez tous les deux ensemble, vous partagez la même chambre, et puis forcément, quand on monte en Israël et qu'on a été super actif dans un mouvement de jeunesse, finalement, on a l'impression que tout s'est arrêté quand on arrive ici, parce que c'est un nouveau monde, des nouveaux repères, et puis il n'y a plus du tout, il n'y a plus de mouvement de jeunesse, donc il manque un truc.
Exactement. C'est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à Qu'est-ce qu'on va l'époque? faire de notre vie? C'est pas possible. Alors, c'est bien d'étudier, d'apprendre l'hébreu, parce que là, encore une fois, Bien sûr. venant d'un lycée laïque, on n'avait pas vraiment, à part le fameux Talmud Torah, c'était sympathique, mais on devait faire une Mechina, donc on s'est retrouvé à la Mechina de Jérusalem. Mais on sentait que ceux qui nous connaissent bien, l'action aussi bien communautaire Bernard, manquait. moi, son époux, sa future épouse, Adassa, les gens qui étaient avec moi à l'époque, on a dit, mais il faut bien faire quelque chose. Et là, encore une fois, on a trouvé une auberge qui était le salon de Ili Aziza et de son épouse Nadine, qui nous ont accueillis. Et comme ça, avec toutes sortes de personnes, je peux dire que Maxime Vatenu a commencé comme ça, et ce besoin Alors, de donner aux autres. Maxime Vatenu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancêtre du CNEF. Exactement. C'est le nom Officiel, original. voilà, c'est le nom original, c'est celui qui est dans toutes les institutions. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé dans ce salon le fait de dire, on est arrivé, bon, c'est bien, mais il faut continuer à s'occuper. L'ALIA n'est pas une fin en soi. Exactement, mais il faut s'occuper des jeunes étudiants que nous étions et qui se retrouvaient tout seuls. Parce qu'il n'y avait rien en fait. Exactement. On était à l'université de De Jérusalem. Jérusalem. Il y avait rien n'était organisé pour les Shabbatot. Ceux qui n'avaient pas de famille, comme c'était le cas à l'époque, ils pouvaient rester tout seuls Sur le campus, dans la chambre tout seul, à se faire une petite popote et rester entre quatre murs pendant que les autres qui avaient de la famille partaient. Pas simple. D'accord. Et c'est ça qui nous a mis. On a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. D'abord, encore une fois, peut-être c'était peut-être très égoïste, mais en fait, on pensait à nous. Donc vous avez commencé à organiser des Shabbatot, sorties, des fêtes, rencontres. des tioulim, ne serait-ce que d'être pourim ensemble. Je pense que c'était une des premières grandes fêtes qu'on a organisées, mais à grande échelle. Pourquoi ? Parce que il fallait fêter Pourim tous ensemble. Et ça, c'était des moments extraordinaires. La même chose, amener des intervenants à côté de la fac, écouter des intervenants. Petit, ça s'est fait. Petit à petit, grâce aussi à des gens comme celui qui nous a soutenus, qui nous soutient encore aujourd'hui, je le cite parce que c'est très important, le CNEF vit grâce à lui, c'est Claude Bloch, qui est très connu de la communauté française du centre-ville. Vous avez mené vos rêves, tu as mené tes rêves, on va dire, et ça s'est étendu dans toutes les facs. Ça commence à Jérusalem, puis après ça s'est étendu à Bar-Ilan, où tu as fini, poursuivi tes études. Voilà, tu as fait des études en sociologie. Avoda socialite. Travail social. Pardon. Avoda socialite, travail social, travailleur social, parce que décidément... Voilà, s'occuper des autres. Ça te collait à la peau. Voilà. Ce qui est très important, c'est que ça venait des gens. En fait, ça aurait pu s'arrêter. Après nous, ça aurait pu s'arrêter. On aurait dit, bon, on a fait deux, trois Shabbatot, puis nous, on a grandi, etc. Mais ce vrai besoin qu'il fallait une certaine structure, en tout cas, dans le début de l'Alien, prouve encore aujourd'hui, même après 30 ans, ce qui est le plus prisé des activités. On va pas parler des activités du CNEF, bien que tout ce qu'on fait au niveau du conseil, des études, c'est quelque chose de très important. Mais le fait de se retrouver, je dirais, en famille et de retrouver des amis, je crois que ça marche encore, et parce que tout le monde en a besoin, et on voit que même si que d'autres organisations organisent d'autres Shabbatot, c'est important pour les jeunes. Se refaire des repères humains aussi, pas que des repères au sein de la société. Exactement. Parler avec des gens qui ont le même passé, partager les mêmes émotions, qui ont les mêmes goûts aussi. Exactement. Et n'oublions pas que souvent les gens quittaient leurs copains. Voilà, ils ont quitté leurs copains, et là, alors ça va mettre du temps. Encore une fois. Tout se fait par étapes. On va connaître des copains israéliens et des copines israéliennes. Mais il y a un certain temps de latence qui fait que pour les connaître, parce qu'on n'a pas le même passé, on n'est pas allé à l'armée, on peut voir aujourd'hui, même avec le recul par rapport à mes enfants, c'est le cursus israélien à 18 ans, il va aller à la yeshiva, il va aller à l'armée, c'est pas le même du petit olé qui arrive. Donc il y a cette période intermédiaire qui est importante de se retrouver ensemble pour encore mieux se faire encore d'autres copains. Alors ça a tellement bien marché que créé en 86, c'est en 95 que le CNEF se professionnalise, on va dire, et d'ailleurs tu en prends la tête, tu ne fais que ça.
ça. Voilà. À partir de cette période-là, tu t'en occupes à fond, tous les jours. Toutes les nuits, vous pouvez demander à ma femme. Oui, ce qui était quelque chose de bénévole. Il y avait certaines autres personnes qui s'en étaient occupées aussi les années d'avant, mais c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait une vraie demande, qu'il fallait le faire encore une fois. Il faut parfois professionnaliser les choses pour que ça marche, et c'est ce que tu as fait et tu as bien fait. Et puis on va dire cette proximité de la jeunesse, des problèmes de la jeunesse, des difficultés rencontrées quand on fait son alia, t'ont amené à te battre à la Knesset. Alors ça, il faut que tu nous expliques comment ça a commencé, parce que tu n'étais pas du tout dans la politique. Non, pas du tout. Tu étais dans le monde associatif. C'est le monde associatif et toujours dans le monde associatif. Mais à un certain moment, on se rend compte que le monde associatif a ses limites et qu'il a besoin d'utiliser là où tous décident. Alors bien sûr, là où tous décident, c'est la Knesset et c'est aussi ses commissions. C'est là que ça soit. Il y en a deux qui sont importantes à mes yeux. C'est la commission de l'éducation et c'est la commission de l'Alia et de la Klita. La commission aussi de la santé pour tous les métiers de la santé. Donc ces trois commissions, il y en aura peut-être d'autres aujourd'hui, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, c'est celle où tu as été le plus actif. C'est ça, voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on se demande comment on arrive, alors qu'on est à la tête d'un mouvement associatif, comment on arrive à rentrer à la Knesset. Il se trouve que tu faisais en plus du CNEF partie du Conseil des associations des Olim. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est aussi une association qui regroupe toutes les associations, toutes les grandes associations d'Olim de tous les pays. De tous les pays, pas que les francophones. Pas que les francophones, les Russes, les Sud-Américains, les Sud-Africains. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose de très important qui m'a beaucoup amené, si déjà on parle de moi, ça m'a beaucoup amené parce que à quel point en fait, on a beaucoup de dénominateurs communs. C'est-à-dire le holé qui arrive d'Argentine ou le holé qui arrive de France ou celui qui arrive d'un autre pays, on a tous les mêmes problèmes. Et en fait, ce qui était bien, c'est de dire on va agir ensemble aussi. C'est-à-dire, et c'est ce qui est important aussi pour ce côté, pour le côté des politiques, de dire bon, mais c'est pas simplement que les Français qui se battent entre eux, mais il y a aussi tous ces Olim, ils font s'en occuper parce que c'est une certaine voie. Et je pense que ça a été important. Alors notamment, tu as un combat dont tu es assez fier. Je crois que c'était pour toi une victoire. C'est ton combat pour les psychométriques. Ça n'a pas été une mince affaire. Non. C'était un combat de plus d'1 an et demi, et qui était très dur, mais qui nous a appris, en tout cas moi, qui m'a appris vraiment personnellement, puisqu'il y avait je me rappelle à l'époque, il y avait le directeur de la commission de l'éducation, Zvouloun Orlev, que j'étais parti voir, encore une fois, sans avoir au culot, exactement, mais en lui démontrant, et je pense que là aussi j'ai beaucoup appris, peut-être que c'est une leçon aujourd'hui, c'est-à-dire, je venais parler avec le cœur, comme certains me connaissent, c'est-à-dire mais avec des arguments, avec vraiment des données disant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les psychométries, qu'il n'y avait qu'un examen pour les Olim, c'était quand même aberrant. Il n'y avait pas d'examen. Une seule session par an. C'est-à-dire que si on ratait la session, et on peut comprendre qu'on rate ce test qui est un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, il fallait attendre 1 an, donc on était bloqué pendant un an, on ne pouvait pas aller à la fac pendant 1 an, donc ça a changé dur. Grâce à toi. À nous, encore une fois, et je pense que je le dirai c'est-à-dire, je crois, et même à mon engagement, je crois qu'il y a un travail d'équipe. On réussit pas, il faut être honnête. Et c'est pas de fausse modestie. Tous ces combats que j'ai menés, c'est parce que j'avais une équipe au travail, j'avais des gens qui me soutenaient. Alors bien sûr, encore une fois, on a tiré la machine, mais voilà, il faut être au bon moment. Donc grâce à cette action collective, on va dire, parce qu'il est modeste, donc on respecte. Tu as rajouté aujourd'hui, il y a 3 sessions. Il y a 3 sessions aujourd'hui. Encore une fois, là, comme toujours, faut se rebattre. Là, on est encore, ils veulent en enlever une. Mais aujourd'hui, il y a eu des questions qui ont été enlevées. Aujourd'hui, on peut voir les examens sur le site officiel. C'était pas le cas. On pouvait pas voir les examens sur le site. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on savait pas du tout. Non, on savait pas vraiment. Il y avait pas d'annales. Il y avait pas d'annales. Alors bien sûr, il y avait les boîtes de psychométrie qui préparaient. Mais si aujourd'hui on veut voir les examens, aujourd'hui on rentre dans le site officiel des psychométriques, qui est un institut officiel, et là on peut
peut cliquer, on peut avoir les examens, on peut voir quelles sont les notes, c'est là aussi ce qui est important. Est-ce que tu as aussi mené un combat pour faire reconnaître le bac français, notamment les élèves qui avaient des notes excellentes, pour les aider à rentrer à la fac? On a beaucoup d'ailleurs, le CNEF était reconnu pour que des étudiants qui viennent au CNEF, on peut certifier le bac. Aujourd'hui, ça change encore un peu, mais on a été les premiers à venir, au lieu d'aller chez un notaire. J'ai beaucoup de respect pour les notaires et les avocats, mais au moins ils pouvaient venir au CNEF avec les papiers officiels. On certifiait à partir du moment qu'on avait les notes et le dossier et le vrai diplôme, et on pouvait les envoyer au ministère de l'Éducation, et c'était reconnu. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pas beaucoup de gens le savent, mais c'est ce qu'on faisait avec mon équipe, Gamliel, Amélie, du jour au lendemain, tous les jours. Mes batchiroutes qui venaient, la personne vient, on lui certifie son bac. Ça, c'est extraordinaire. C'était déjà un gain de temps et puis un gain d'argent. Un gain d'argent. Parce que c'était gratuit au CNEF. Voilà, c'est ça. Non, et puis pour un étudiant, on peut souffler pour un étudiant de se dire enfin ça va être moins compliqué, quoi. Voilà, pour le bac. Après, peut-être qu'il y a encore d'autres combats au niveau des autres diplômes, mais pour le bac, c'était quelque chose d'important qu'on a commencé. Aujourd'hui, voilà, il y a d'autres choses qui vont se faire maintenant par Internet. Donc ça aussi, c'est important. Alors, c'est des petits combats. Justement, c'est des petits combats, mais est-ce que c'est dans ces moments-là que tu as compris que le poids politique pouvait quand même changer les choses et que le milieu associatif avait malheureusement ses limites? Oui, c'est évident. Il faut passer, encore une fois, à un certain moment, les associations pourront jamais changer une loi, pourront pas rajouter un article. C'est impossible. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Parce que je crois qu'il y a une anecdote avec Esther Blum que tu m'as racontée. Je crois que ça mérite d'être raconté. Oui, dans une des commissions, je crois, on commençait à parler de la reconnaissance des diplômes, parce qu'on en parle peut-être depuis Moshe Rabbeinu, mais à un certain moment, on a voulu descendre, vraiment agir, etc. Et je me rappelle qu'à la Knesset, on était dans une des Vaadot, et il y avait à l'époque le directeur général, Gamzo, qui était le directeur général du ministère d'Abriout. Et on avait le ministère de la Santé. Pendant la commission, on avait commencé à soulever les problèmes. Bon, après, il était parti. Je vois Esther et moi lui courir après pour lui donner ne serait-ce que notre carte et lui demander de s'asseoir avec nous, de réunir toutes les associations. Et les Sruto, ça veut dire à son avantage, il nous a réunis. Et je pense que ça a été un des moments qui, à partir de ce moment-là, on a commencé à parler avec lui d'une manière professionnelle et d'une manière régulière, tous les 3 mois ou tous les 2 mois ou tous les 6 mois, où on a commencé à avancer. Vous faisiez un gros travail, et c'est grâce à cette association, on va dire ça comme ça, ce conseil des associations des Olim, ensuite grâce à Kalita, grâce au CNEF, tout le monde s'est mis ensemble. Tout le monde était ensemble, et c'était important. Et il y a eu des victoires comme pour les dentistes. Exactement. Et ça continue avec les pharmaciens. Et ça a continué avec tous les directeurs généraux. Et si je peux me permettre, ça veut dire ça, c'était très bien du ministère de la Santé de le faire. Malheureusement, dans notre domaine de l'ALIA, ça n'existe pas. Et ça manque beaucoup. Et je pense que, et si on pouvait lancer un appel au ministère de l'Intégration, de prendre cet exemple, parce que, encore une fois, je pense que les associations n'ont pas le monopole de dire on va tout changer. Et je pense aussi que le caractère des institutions ne peut pas changer s'il n'a pas sa base. Et donc, j'espère qu'un jour, il y aura toutes ces concertations avec le ministère de l'Intégration. C'est un vœu. On est après Rosh Hashanah et Yom Kippour. Tu peux faire des vœux maintenant que tu rentres en politique, il n'y a pas de problème. Fais des vœux en espérant qu'ils ne soient pas pieux. Vas-y. Et j'espère. Je me battrai aussi pour ça. Parce que moi, je crois à cet assemblage des forces. Je veux dire, Gamzo, il a cru en nous, et il nous a reconnus. Il a bien voulu écouter le problème des médecins, le problème des pharmaciens, le problème des dentistes. Donc, c'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire. Il y avait aussi derrière, vous comme tu l'as dit avant, tu parlais avec le cœur, mais il y avait aussi beaucoup de professionnalisme. Bien. Je pense au travail énorme d'Esther Blum avec l'analyse des syllabes. Bien sûr. Comme une juriste, vraiment, il faut dire ça. C'est un travail de titan. On l'oublie, de traduction, de voir les choses, de comparer les programmes, etc. Et on l'a fait. Chacun l'a fait. Chacun dans sa profession l'a fait. Et encore une fois,
on savait, c'est-à-dire dans notre subconscient, qu'on avait raison. On savait qu'on se battait, pas pour faire du waouh, mais c'était important. Bon, alors, tu as fait encore pendant toute cette période plein de choses. Quand on pense à toi, alors certains pensent le CNEF, d'autres pensent au Kotel qui n'est plus seul le soir de Yom Ha'atzmaut, et ce depuis 30 ans, puisque tu as réussi à fédérer la communauté francophone. Tu es un homme de J'aime ça. On va le dire. Ça veut dire, on est peut-être au bon moment où il y a des choses à faire, où il faut saisir, où il faut saisir l'occasion. On en reparlera tout à l'heure. Où il faut peut-être saisir des occasions en politique. Là, la même chose. Encore une fois. C'était tout à fait naturel. On était jeunes, on voulait. On était beaux, on était fous. Voilà. On a un peu plus de cheveux blancs. Et Yom Ha'atzmaut, qui est quand même un moment important pour nous, on a dit. On va aller au Kotel. On va aller au Kotel, comme aujourd'hui, on a vu tous les photos des Slichot et Rêve Yom Kippour. Donc, on a dit, mais c'est là-bas où on va sentir Yom Ha'atzmaut, notre passé sioniste, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, alors là, la grande surprise, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire quand je le raconte, c'est-à-dire, le soir de Yom Ha'atzmaut au Kotel. Personne, quelques personnes. On le montre Haredi qui fait la tefila d'Arvit, mais c'est tout. Et donc nous, on s'est mis dans un coin. À l'époque, on était une trentaine, qui se rappelle vraiment qu'on n'était pas beaucoup. Et là, encore une fois, par ma nature, je me dis mais c'est pas possible. Donc il fallait que je trouve encore entre guillemets d'autres fous. Donc je suis allé voir certains rabbins de communauté. Ouais, alors des noms, qu'on sache quels sont les rabbins francophones qui sont fous, vas-y. Alors ceux qui m'ont suivi, Rav Cherki, Rav Ben Ishai, Rav Eric Belaïch, et puis d'autres gens aussi de Kfar Saba, de gens qui se sont rassemblés avec nous. Et aujourd'hui, ça a donné un super ça événement. donne 3000, 5000 personnes, je sais plus, mais surtout, c'est devenu israélien. Je veux dire, pour la petite anecdote, souvent, mon fils a étudié à la Yeshiva et ses copains lui disent « Ah, tu sais, il y a une fila qu'on organise au Kotel !» Je pense que c'est aussi une réussite de notre clita. Ça veut dire, sauf, on a trouvé, parce qu'on est comme ça, on veut bouger, on veut changer les choses. Et ben voilà, après quelques années, on nous dira qu'est-ce que vous faites là, c'est pas vous. Et ben on aura réussi. Qu'aujourd'hui on dise que c'est le CNEF, c'est bien, mais d'un autre côté, si aujourd'hui on a réussi à remplir l'esplanade du Kotel, on peut être que fier de nous. Et puis tu peux encore faire plein d'autres choses. Alors justement, c'est la dernière partie de l'émission, ton engagement politique. Pourquoi maintenant ? Parce qu'après tout, c'était bien l'associatif. Alors ok, tu t'es rendu compte que dans certaines VADOT c'était compliqué, etc. Mais c'est un pas quand même. C'est un grand pas. D'abord, d'abord, c'est important. Je continue au CNEF pour ceux qui auraient peur en nous entendre. Oui. Et d'abord que d'être conseiller municipal est un travail bénévole. C'est-à-dire, comme il me manquait des choses à faire. Comme tu es très riche en plus. Voilà, exactement. C'est ça, tu roules sur l'or. Donc, tu n'as pas de permis de conduire. Voilà. Donc, je me suis dit, donc ça, c'est très important. Mais d'un autre côté, voilà, il y a certains moments dans la vie où on se dit, peut-être c'est le moment. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses qui ont fait le fait qu'aujourd'hui, entre autres, la communauté francophone est devenue beaucoup plus forte, encore plus à Jérusalem. Plus nombreuse, ça c'est important. Il y a eu le phénomène, il faut les saluer, même si là je ne suis pas très objectif, de Alenu, c'est-à-dire avec Yom Tov Kalfon et Ari Abitbol. Je dis que je ne suis pas objectif, puisqu'ils ont grandi au CNEF, donc tout le monde le sait, qui ont mis dans la presse israélienne, qui ont mis le feu sur cette communauté francophone et le fait de dire il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent en politique, il faut leur rendre hommage. Donc ça, c'est important. Et je répète que ce qui est assez formidable, on l'a dit plusieurs fois sur cette antenne, mais quand même, il y a des francophones dans 9 villes d'Israël et à peu près sur toutes les listes. Exactement. Toutes tendances confondues. D'ailleurs, c'est un peu compliqué pour nous parce que nous avons carrément des copains dans toutes les listes. Bien sûr. Donc, comme on ne peut pas glisser plusieurs bulletins, il va falloir faire des choix cruciaux. D'abord, on peut en glisser deux. C'est pas sympa, ça. Mais c'est déjà... Après, on arrivera peut-être un jour à un certain équilibre. D'abord, il y a deux... On peut en tout cas à Jérusalem, comme dans tout le pays, on peut choisir le maire. Donc on peut... Alors, c'est ça qu'il faut expliquer, Sam. Il y a bien évidemment le 30 octobre prochain 2 bulletins de vote à mettre dans l'urne. Il y aura un bulletin pour le maire, donc ça, tout le monde comprend plus ou moins ce que ça veut dire, et un bulletin pour la Moatsa, le conseil
Le conseil municipal. Voilà. Le conseil municipal qui est composé de 31 membres. Moi, je fais partie de la liste du Bayit Yehoudi, où la tête de liste, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Hagit Moshe, mais qui, elle, ne se présente pas, ne court pas pour la mairie. Oui, cette liste-là où tu cours, on va dire, c'est simplement pour le conseil municipal. Voilà. Donc pour moi, c'est important. Elle court aussi pour, elle est numéro 1, mais on ne court pas pour le maire. C'est-à-dire que il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire qu'on peut voter un maire qu'on choisit et voter pour le Bayit Yehoudi. On peut faire les deux. On peut prendre un maire d'une autre tendance complète. Exactement. Et on peut voter pour le conseil municipal. Pour le conseil municipal. Donc pour que vous rentriez au conseil municipal. Alors qu'on comprenne, c'est 3, tu es numéro 3. Ça veut dire qu'il te faut combien de votes pour rentrer et être élu et travailler au sein de ce conseil municipal de Jérusalem? Encore une fois, ça veut dire, d'abord, je suis de tous les candidats le mieux placé, c'est-à-dire au niveau des listes, ça c'est sans conteste. T'es en meilleure position. En meilleure position, bien que ça va être dur. D'un autre côté, encore une fois, le mandat... Combien de votes il faut ? Environ, il faut entre 7 et 8 000. Mais encore une fois, tout va dépendre du taux de participation. Ça, c'est très, très important que les gens aillent voter. Ça va dépendre du nombre de gens qui vont voter. Ça va dépendre... Pourquoi ? Parce que plus il y a des gens qui vont voter, moins le nombre de bulletins est important Oui, ça va dépendre de la mobilisation des gens. Encore une fois, si on veut qu'une liste passe... je dirais, il faut concrétiser ce que le travail d'Alenu. Ça veut dire, c'est bien beau d'avoir mis ou que les partis soient venus nous voir, mais il faut concrétiser l'affaire. Ok, il faut comprendre aussi que c'est une première. Donc les partis nous donnent la chance, en fait, à nous francophones, ce qui ne veut pas dire les gens qui vont être élus vont s'occuper uniquement de sujets pour les francophones. Ils vont s'occuper de tous les sujets, évidemment. Mais si personne ne va voter, eh bien l'année prochaine, ce sera un échec. Ça veut dire, je pense, à mon avis, si on parle très franchement, c'est que comme les grands partis politiques font de la politique, ça veut dire que les municipales seront un test pour les élections à la Knesset. Si on s'aperçoit, et je peux vous dire, je commence là, que chacun va analyser tous les résultats quartier par quartier, rue par rue. Et si on s'aperçoit que, en fait, entre autres, les Olim, les francophones, ne se sont pas mobilisés. Et comme cette année, c'est un jour férié, sont partis à la plage, au lieu de prendre 10 minutes et d'aller voter, on ne pourra pas après reprocher de dire qu'il n'y a personne au conseil municipal. Et je crois que c'est très important. Ça, il faut que ça touche tout le monde. Si on veut rentrer là-dedans, il faut vraiment qu'il y ait que tout le monde se mobilise. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Je pense que si je suis rentré là-dedans, c'est justement parce que j'ai surtout envie de faire des choses. Mais encore une fois, ce chèque en blanc que les partis, et je parle du Bayit Yehoudi. Pour le Bayit Yehoudi, pour ceux qui connaissent, mettre, et je le dis tout à fait sincèrement, numéro 2, un Sam Kadosh, alors qu'il y avait beaucoup d'autres gens qui auraient pu être là et qui représentent peut-être plus d'une manière traditionnelle le sionisme religieux, c'est un grand pari pour eux. Maintenant, à nous de savoir si on va on précise avec les arrangements qu'aujourd'hui, tu es numéro 3. Voilà. Mais tu étais au début censé être le numéro 2. Aujourd'hui, tu es numéro 3. Alors, justement, disons que tu es au conseil municipal, tu as été brillamment élu. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, tu vas t'occuper de Klita uniquement ? Non. Je crois que je l'ai dit d'une manière tout à fait naturelle à Hagit. Je ne veux pas m'occuper simplement de Klita. Parce que Klita, d'abord... intégration, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Je le fais dans les jours. Je pense que je continuerai avec le CNEF. Je pense que, par exemple, à la mairie de Jérusalem, il y a un staff professionnel qui est extraordinaire. Je veux dire, en tout cas, même pour ceux qui s'occupent des francophones ou même des Olim. Mais moi, je travaille au jour le jour pratiquement avec le staff du directeur, de Pini, de Lisa, de Edwige, qui font des choses extraordinaires. Mais si justement je passe derrière la barrière, je veux leur donner encore plus de moyens. Il faut parler clairement. Plus de budget. Il faut avoir des choses. Il faut comprendre. Si on vote pour des francophones, alors bien sûr que ces francophones-là qui sont sur les différentes listes vont pouvoir s'occuper de différents sujets, mais pour la Klita, vous aurez aussi
le moyen de donner plus d'argent. Bien sûr, il faut. Encore une fois, je n'aime pas faire des promesses. Pas des fausses promesses. Ce que tu essaieras de faire, en tout cas. Encore une fois, et je pense que ça, c'est la règle que nos auditeurs doivent savoir. En politique, c'est la force qui fait la chose. Quand le maire viendra s'asseoir dans la table des négociations avec les différents partis, puisqu'il n'aura pas la majorité, donc il viendra faire comme à la Knesset, comme Bibi qui a dit il y a 2 semaines, je veux avoir 40 députés, parce que s'il a 40 députés, il fait ce qu'il veut. Ben, c'est la même chose à la mairie. Si le Bayit Tayoudi, pour mon cas, sont 4, 5, 6, on aura plus de force que si on est 2 ou 3. Et on peut imposer la présidence de commission, on peut imposer des budgets, etc. C'est comme ça que ça marche. On peut être d'accord, on peut être pas d'accord, mais c'est les règles, c'est les règles du jeu. C'est important, tu es là d'ailleurs pour expliquer ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là depuis quelques années en Israël, qui commencent plus ou moins à parler l'hébreu, à comprendre comment ça marche, tout simplement. Donc c'est important de dire que oui, élire quelqu'un, ça veut dire aussi pouvoir donner plus de budget pour l'Ayad France. Bien sûr, c'est se battre pour ça. J'étais il y a quelques jours dans un Chok Bayit, c'est-à-dire dans une réunion avec des habitants, dans une maison, avec des gens qui nous ont accueillis d'une manière très sympathique à Homa. Et moi, qui commence, je le dis tout à fait, je voulais d'abord écouter, c'est-à-dire avant de disperser certaines promesses, écouter. Et Sarakol, c'est important. Il y a certaines problématiques sur lesquelles il faut se battre, les écoles, ça c'est aussi quelque chose d'important. Le chinour, l'éducation, c'est-à-dire de faire comprendre même aux directeurs d'école, même aux morim, qu'est-ce que c'est les olim, comment on s'en charge, et ça, j'y crois beaucoup, et on a dit tout à l'heure. Je crois beaucoup entre l'assemblage du monde associatif. Il y a des associations qui font des choses extraordinaires, même dans le Khinour. Encore une fois, il y a Kalita, il y a le CNEF, etc. Mais il y a des fois, peut-être les directeurs ne savent pas. Peut-être qu'on peut monter des grands programmes d'éducation avec des étudiants qui pourraient aider les jeunes. Il y a des choses qui existent. Mais ça, il faut l'institutionnaliser. C'est bien beau de faire quelque chose dans son coin. Mais si on arrivait, j'y crois. Avec une force politique. Voilà, avec une force politique, on y arrivera. Ça changera les choses. J'imagine que pour les transports, pour améliorer la vie dans les quartiers aussi, c'est quelque chose qui te parle. Ça, tu vis à Pisgat-Zev. Moi, je vis à Pisgat-Zev, qui est une ville. Ça veut dire 50 000 personnes. On ne se rend pas compte. C'est un quartier de Jérusalem, mais c'est 50 000 personnes. Je te prends un exemple. C'est-à-dire, on va dans des petites villes. Je sais pas, dans le sud, il y a trois bureaux de poste à Pisgat-Zev pour une population. Et je suppose que c'est la même chose à Talpiot, c'est la même chose. Et à Roma, vu ce que j'ai entendu, c'est un peu la même chose. Un bureau de poste. Quand on va là-bas, il faut prendre un jour de congé pour retirer une lettre. C'est extraordinaire. Donc, et je pense qu'il y a quand même, il y a quand même des choses, et ça, oui, qu'on peut améliorer pour la société israélienne. Il n'y a aucune raison. Les transports, c'est quelque chose. Franchement, de sortir de Pisgat-Zev ou de sortir d'Achoma ou même de Gilo, on a les mêmes problèmes. Alors quoi, il n'y a pas, je veux dire, on ne peut pas se casser la tête avec des ingénieurs pour essayer de trouver quelque chose. Alors on va me dire, oui, il y a le tramway, mais le tramway, il n'a pas résolu tous les problèmes. Et ça, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Alors, qu'est-ce qui va être un atout pour toi parce que c'est dur, paraît-il, la politique. C'est bien beau, les idéaux, le monde associatif, mais dans le monde associatif, tout le monde est très gentil. En politique, il paraît que c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce qui va t'aider et qu'est-ce que tu redoutes ? D'abord, comme toute chose, je redoute de l'image de souvent ce qu'on a du politique, c'est-à-dire de dire que quelque chose, on veut pas y rentrer. Moi, j'aimerais changer un peu ça. Et justement, les gens qui sont avec moi dans le Beit HaYehudi, et je peux le dire, même les autres francophones dans les autres listes, et on veut peut-être montrer autre chose. On veut montrer des gens, je vois pour le Beit HaYehudi, les 4 premiers sont des gens qui n'avaient jusqu'à aujourd'hui aucun rapport avec la politique. C'est des hommes d'action. Il y en a un qui était le directeur d'Ezra, du mouvement de jeunesse, qui est directeur d'une yeshiva. Il y en a un autre qui travaille avec des jeunes de Chutz, de l'étranger. On est des gens de terrain. Donc, et cet appui, en fait, cet avantage, et j'espère que ça sera, on se reverra dans un an peut-être pour tirer, soit vraiment un avantage. Ça veut dire
encore une fois, je veux pas... Cette façon de faire de la politique un peu idéale, ce Voilà. civisme en fait que tu portes en toi, que tu veux partager avec d'autres, sera un avantage et non pas un inconvénient ou un peu trop d'innocence. Voilà. Maintenant, j'espère que je vais pas découvrir des choses, c'est-à-dire qui vont m'empêcher. Je pense que si je découvre des choses qui ne vont pas avec... D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis engagé avec le BTUD, parce que ça correspond aussi à certaines valeurs dans la manière la plus large. Ça veut dire ce sionisme et ce religieux qui faire l'ensemble, assembler l'ensemble pour tout le monde, parce que c'est ça qui me plaît. C'est ce qui me plaît au CNEF. C'est pas de s'occuper que des gens qui ressemblent à des gnomes, comment on dit, à des clones. Donc voilà, je veux m'occuper de tout le monde. C'est-à-dire moi, quand quelqu'un arrive, et c'est ce que je veux, c'est-à-dire au niveau du CNEF, c'est le trou du CNEF. C'est que quelqu'un y rentre, je vais pas lui demander s'il a une kippa noire, rouge, verte, s'il en a pas. Ça, si j'arrivais à le faire. Alors, je pense que on le marquera dans nos... Je pense, encore une fois, j'ai ce côté idéaliste. Tu veux fédérer. Ouais, c'est évident. Tu veux fédérer. C'est pour ça que je suis Sganioff Chevroche de qualité. Plus on fédère... Moi, je crois à la force. Je crois à la force. L'union fait la force. Ouais. Un pour tous et tous pour un. Mais il faut, d'une manière où on sait où est-ce qu'on va, avec un programme, on sait où est-ce qu'on veut. Pas l'union pour l'union, mais l'union pour arriver à des résultats. Alors, l'union pour arriver à des résultats, c'est simple. Si vous nous écoutez, il faut tout simplement aller voter. Vous allez voter pour qui vous voulez, mais allez voter pour que ce galop d'essai soit pour tous les francophones d'Israël une réussite. Voilà. Et que peut-être nous ayons des députés à la Knesset, on ne sait pas. La vie est pleine de surprises. C'est la prochaine étape. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Merci à toi, Cathy. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.